Bonjour et bienvenue pour la table ronde de l'emploi, un rendez-vous organisé conjointement par Sud-Ouest, représenté à mes côtés par Romain Belli. Bonjour Romain. Bonjour. Par la République des Pyrénées et l'Éclair et qui vient poursuivre... Représenté par Bruno Robali. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Et qui vient poursuivre en gros le travail accompli dans Pyrénées Éco qui est sorti au début du mois de décembre. Nous avons 3 invités sur le plateau. On va commencer par Sébastien Labourdette. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes président du groupe Sogeba et président de la fédération du BTP 64. En quelques mots, présentez-nous la fédération. La fédération du BTP des Pyrénées-Atlantiques, c'est 700 entreprises environ sur le territoire. On compte aujourd'hui 15 000 salariés dans nos troupes. C'est tous les métiers de la construction qui sont représentés au sein de la fédération du BTP. Alors à vos côtés, Monsieur Labourdette, vous avez quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Pierre Nergararian, le président du GIP, Chempark. Alors GIP, on a toujours un peu de mal à savoir ce que c'est. C'est un groupement d'intérêt public qui rassemble pas mal d'entreprises et d'intérêt public et privé. Alors expliquez-nous qui vous êtes et qu'est-ce que vous représentez. Donc d'abord, bonjour à tous. Donc Chempark est un groupement d'intérêt public qui regroupe pas mal d'entités, les syndicats, les communautés de communes, les CCI, la recherche, l'industrie, les PME, PMI, LAC+, enfin vous voyez c'est un ensemble, l'État également, et ça a été créé en 2003. Et donc j'ai pris la présidence de Chempark il y a une dizaine d'années. Donc c'est basé sur le bassin de Lac. Alors c'est essentiellement sur le bassin de Lac, mais Chempark est ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se présenter. C'est-à-dire que si on a des projets qui sont plutôt adaptés sur le site de l'aéroport, on dirige les gens vers ce site. Et enfin, notre dernier invité, c'est David Viala. Bonjour. Bonjour, Monsieur Viala. Vous êtes directeur territorial de Pôle emploi dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, vous pesez entre 9 et 10 000 emplois par jour, c'est ça, sur votre site? Oui, à peu près, environ 9-10 000 emplois par jour. Pour l'emploi sur le département, c'est 9 agences, c'est 450 collaborateurs au service des entreprises et des demandeurs d'emploi pour travailler sur ce travail d'intermédiation. Très bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs, si vous le voulez bien. On va commencer par le constat. On a intitulé cette table ronde la table ronde de l'emploi. Est-ce qu'on veut savoir combien d'emplois on a dans le département? Quels sont les secteurs qui recrutent? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je vais commencer par M. Labourdette et le BTP. Parce que quelque chose me dit, en tout cas à la lecture de ce supplément, qu'une bonne partie des 10 000 emplois qui sont chaque jour sur le site de Pôle emploi, ils sont dans le BTP. Alors, combien précisément et quels sont vos processus de recrutement et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Alors effectivement, le secteur de la construction, le BTP en général, est fortement touché par le recrutement et par la recherche de collaborateurs dans nos entreprises. À ce jour, post-Covid, on a environ 2200 offres d'emploi connues dans nos entreprises, donc c'est quand même un chiffre important. Il faut reconnaître qu'il était déjà relativement important avant le Covid. Donc c'est un secteur qui est en tension depuis déjà plusieurs années. Donc il nous revient la responsabilité de mettre en place des mécanismes de recrutement et de recherche d'attractivité et de collaborateurs pour nos entreprises. Comme je vous disais, je ne connais pas aujourd'hui une seule entreprise qui ne recherche pas quelqu'un. Donc on a évidemment besoin de bouger un petit peu les lignes pour pouvoir trouver ces forces vives, je dirais. Concrètement, quelles sont les conséquences? Eh bien, on a aujourd'hui des carnets de commandes finalement qui ont tendance à se rallonger puisque l'activité a bien repris dans le métier de la construction. Donc des carnets de commandes qui s'allongent. Donc pour le consommateur, c'est des fois des délais qui s'allongent entre la prise de commande et la réalisation des travaux, ce qui n'est pas forcément satisfaisant puisqu'on sait tous aujourd'hui que quand on commande quelque chose, on ne veut pas attendre des mois avant de l'obtenir. On ne veut pas non plus freiner la relance économique parce que le plan de relance nous a bien quelque part doté au titre de la construction, de la rénovation énergétique, des énergies renouvelables. Donc le challenge est grand. La situation devrait perdurer quelque temps, mais on a mis en place plusieurs actions pour essayer de trouver ces 2200 personnes que l'on recherche. Oui, Pierre, vous aussi sur le bassin de Lac, il y a des besoins. Je crois qu'on parle, si j'ai bien lu Pyrénées Éco, on parle de plus de 400 créations d'emplois sur le bassin de Lac. Vous aussi, vous peinez à recruter? Alors,
on peine. Là, on est dans la démarche où on annonce ces bonnes nouvelles, c'est-à-dire que dans les 5 ans qui viennent, on a 400 à 450 millions d'investissements de nouvelles entreprises qui viennent s'implanter dans différents domaines liés à la transition énergétique essentiellement. Donc ça, c'est l'élément fort. Et à ces créations, ces nouvelles sociétés vont amener la nécessité de créer de nouveaux emplois au niveau de 400. Et c'est plutôt des chiffres minimum. En plus, avec l'émergence et l'arrivée sur le bassin de lac de nouveaux métiers, de métiers qui n'étaient pas présents sur le bassin de lac, qui pouvaient être présents ailleurs, mais pas forcément sur le bassin de lac, et qui offrent de nouvelles opportunités. Alors, comme le disait Sébastien à l'instant, le plan de relance a aidé. On a des emplois dans la pharmacie, donc ça, c'est des choses qui existent, mais il va y avoir des relocalisations d'emplois. Et puis des créations proprement dit dans le domaine de la logistique, par exemple. On a un très beau projet avec le groupe Lidl qui vient s'installer sur le site de Lac, où il y a des besoins de frigorifistes, mais aussi de logisticiens. Ça, c'est une part importante. Mais il y a également des emplois dans la chimie verte et dans la chimie décarbonée. Donc on est en plein dans l'actualité des nouveaux emplois. Oui, c'est vrai qu'on voit les gros projets comme Alpha Kitine notamment. C'est vrai que c'est des éléments moteurs. Oui, alors absolument. Alors Alpha Kitine, c'est des emplois qu'on n'avait pas forcément vu venir il y a encore quelques années. Mais voyez, le site est très attractif. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est qu'on s'inscrit dans un réseau qui fait qu'aujourd'hui, le site de Lac est très connu. Et donc, on a à travers ADI, par exemple, on a des opportunités, ou Business France, on a des opportunités, et des gens comme Alpha Kitine viennent découvrir le site de Lac, et finalement, avec les financements que l'on peut proposer, sont plutôt attirés vers chez nous. Monsieur Viala, on parle de BTP, on parle d'industrie, de chimie, notamment à Lac. Mais ce ne sont pas les seuls secteurs où on recherche des demandeurs d'emploi, des emplois, pardon. On a sur les 10 000 personnes que vous recherchez au quotidien, d'autres métiers comme l'aide à la personne, l'hôtellerie-restauration, notamment. Est-ce que vous en avez d'autres en tête? Oui, complètement. On va dire 5 grands secteurs qui doivent représenter à peu près 70% des offres d'emploi qui sont disponibles. Alors au premier rang d'entre elles, bien entendu, le secteur du BTP qui est un gros fournisseur, d'autant qu'on est hors saison côté hôtellerie-restauration. Mais quand on met à côté effectivement tout le secteur industriel, qu'on met tout le secteur de l'hôtellerie, des cafés, des restaurants, qu'on rajoute le commerce et tout ce qui tourne autour du transport, de la logistique, et j'allais presque en rajouter un 6e autour de l'agriculture, vous voyez que le panel est large sur les opportunités d'emploi et la diversité des secteurs d'activité qui aujourd'hui sont en demande de main-d'œuvre. Logistique, on a cru comprendre qu'il allait y avoir quelques offres du côté Absolument. Alors ce que l'on a vu à la lecture notamment de Pyrénées Éco, c'est le rôle fondamental de la formation. Et la question que je vais commencer par Sébastien Labourdette, comment la fédération du BTP s'appuie sur la formation pour aider les entreprises, pour les accompagner dans leur recrutement? Alors il y a tout d'abord une action qu'a conduit le gouvernement sur le courant de l'année 2020 qui se traduit par les aides à l'apprentissage. Donc on est un secteur d'activité qui est doté de CFA qui permet l'apprentissage dans nos entreprises. Je vais vous donner quelques chiffres. Le CFA du BTP de Pau aujourd'hui est plein. On a 520 élèves dans le CFA, ce n'est jamais arrivé, donc c'est grâce quelque part à ces aides à l'apprentissage et aux besoins de main-d'œuvre de nos entreprises que le CFA a réussi à se remplir. Donc c'est déjà un premier niveau de satisfaction. Le deuxième, je vais le traduire par un autre chiffre qui est le nombre de réalisations de contrats d'apprentissage sur l'année écoulée, qui est de 800 contrats d'apprentissage réalisés dans le secteur de la construction. Ces deux chiffres font que la machine est enclenchée au niveau des jeunes, donc on parle bien d'un public qui est entre 17 ans et 20-21 ans, selon les compétences et les qualifications. Ce qui est déjà un premier niveau de satisfaction, puisque le cycle d'apprentissage permet en 2 ans déjà de mettre certaines personnes dans le marché de l'emploi. Donc nous avons décidé localement, avec la Fédération du BTP, d'appuyer fortement ce vecteur, je dirais, de recrutement. Est-ce que vous avez le sentiment que l'image du BTP a un peu changé? Vous savez, avant, on disait que les filières générales attiraient plus, en tout cas les parents. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que votre image a changé et que les parents sont plus enclins à laisser leurs enfants aller vers des filières techniques? Alors si
si le sentiment, effectivement, d'être plus attractif, je l'ai personnellement, je pense que c'est une réalité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est bien dans un secteur qui n'est pas délocalisable. Donc aujourd'hui, vous mettriez votre enfant dans une entreprise à Pau, il risque d'y rester toute sa vie, s'il le souhaite. Deuxièmement, on a un secteur d'activité qui est intéressant au titre notamment de la rémunération, puisqu'on parle beaucoup de ça en ce moment, avec des hausses de salaire qui sont importantes dans tous les secteurs, je dirais, économiques. La construction joue son rôle. Nous n'avons que des emplois à plein temps et bien souvent à 169 heures. Nous avons des indemnisations, notamment des paniers de repas, des repas du midi par exemple, pour environ 12 € selon les secteurs d'activité, ce qui n'est pas neutre parce que tous les métiers aujourd'hui ne rémunèrent pas le repas du midi. Nous avons ensuite tout un tas d'évolutions technologiques qui permettent de rendre ce métier intéressant, le numérique, la mécanisation. Il ne faut plus croire qu'aujourd'hui le plombier polonais ou le maçon est un emploi dur, difficile, et j'appelle tous les parents quelque part à envoyer leurs enfants dans ce secteur. Nous n'avons personne au SMIC. Le premier niveau de grille chez nous est environ 10% au-dessus du SMIC. Alors vous avez un petit peu devancé nos futures questions sur comment relancer cette attractivité. D'abord, on s'intéresse aussi à la formation. Pierre Nergar-Arian, comme vous l'avez dit, il va y avoir des emplois. On va avoir besoin de main-d'œuvre, on va avoir besoin de former aussi des gens, notamment sur le bassin de Lac. Comment on forme les jeunes et comment votre groupement s'y intéresse? Est-ce qu'il y a des liens avec l'université, par exemple? Alors, c'est tout à fait d'actualité, puisque nous venons de signer un protocole avec l'université, avec l'UPPA, la CCLO, donc la communauté de communes La Cortaise, et puis Agence pour l'emploi est aussi partie prenante à notre démarche, pour créer ce qu'on appelle un campus des métiers. Donc c'est une démarche qui devrait être labellisée au premier trimestre 2022. Et au cours de cette démarche, nous cherchons à valoriser des formations, à faire un peu du sur-mesure, adapté à la chimie décarbonée, adapté à tout ce qui fait que on a une spécificité et donc des formations, ce que j'appelle à forte valeur ajoutée. Et je voudrais citer à ce titre d'ailleurs la cité scolaire de Mourenx, où on a, et peu de gens le savent, on a dans les équipes de Madame Laurence Cerezuela des formations jusqu'au niveau BTS, de très haut niveau en génie chimique. Sans parler bien sûr de nos écoles d'ingénieurs, de notre école de commerce à la CCI, enfin, et de l'école du sport qui est dans un domaine différent. Mais là, on est vraiment dans une démarche, on parlera d'attractivité peut-être après, mais je vous assure que le site de Pau dans son ensemble et de Pau-Lac est un site où on peut vraiment avoir de très bonnes formations. Oui, David Viala, on voit tant chez Pierre que chez Sébastien cette volonté de faire coller la formation aux réalités du terrain. Comment concrètement ça se passe aussi à Pôle emploi? Alors ça se passe déjà avec la plus grande proximité avec les branches professionnelles, avec l'ensemble des acteurs qui connaissent ces besoins avec précision. J'ai coutume de dire, moi, si je ne connais pas le besoin d'une entreprise, je suis certain d'une chose, c'est que je ne le satisferai pas. Donc, à partir du moment où, par contre, j'ai connaissance de ces besoins-là, et plus on est en amont de cette connaissance-là, l'idée, c'est de travailler, là, pour le coup, avec les demandeurs d'emploi, qui ne sont pas forcément inscrits, ou en tout cas en recherche dans le secteur d'emploi visé, pour les amener petit à petit à se dire « et pourquoi je ne m'imaginerais pas sur le secteur du bâtiment, dans le secteur de la chimie ou dans un tout autre secteur ». Et donc on a tout ce travail qui se met en place. Et derrière, alors on a eu Sébastien Labourdette parler des aides qui sont arrivées post-Covid, si tant est qu'on puisse parler de post-Covid aujourd'hui. Mais l'idée, c'est un peu ça. Et au travers d'un plan comme le plan Un jeune, une solution, au travers de tout le dispositif France Relance sur le volet emploi, l'idée, c'était de pouvoir développer les compétences pour coller aux besoins du marché du travail. Vous êtes en contact privilégié avec les employeurs, notamment, je crois, avec l'UMI. Oui, avec l'UMI, avec la plupart des fédérations professionnelles et des branches professionnelles, parce que ce sont des interlocuteurs qui ont l'avantage de regrouper l'ensemble des acteurs et notamment ceux qui ont besoin de recrutement, et avec qui on peut travailler conjointement, parce que tout seul sur ce sujet-là, on ne pourra pas arriver à grand-chose. Il faut vraiment qu'on puisse se mettre autour d'une table, qu'on puisse discuter. Et trop longtemps, avec certains secteurs d'activité, mais Sébastien Labourdette est là, elle le sait bien, on
on s'est échangé le fait qu'on avait des difficultés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on travaille ensemble et on arrive à prouver qu'on arrive à trouver des solutions quand on se met autour d'une table et qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là. Alors Sébastien Labourdette, en préparant un peu cette émission, vous disiez qu'il ne fallait pas se mentir, la personne qui était vraiment formée et prête à l'emploi, elle avait déjà un boulot. Ça veut dire que les autres personnes qu'il va falloir aller chercher, aujourd'hui, elles s'en sont éloignées de vos métiers. Comment on fait pour rapprocher ces publics-là, et qui sont-ils déjà, ces publics-là qui sont éloignés aujourd'hui des offres d'emploi existantes? Alors plusieurs solutions. Tout d'abord, comme le disait M. Viala, c'est une étroite collaboration avec les services de Pôle emploi concernant déjà le vivier, je dirais, du public potentiel pour rejoindre nos métiers. Ensuite, au sein de la fédération, par exemple, on a constitué une entité juridique qui s'appelle BTP Insertion, qui permet déjà d'aller chercher un nombre de personnes loin de l'activité aujourd'hui, loin des critères nécessaires pour rejoindre une entreprise. Grâce à ce dispositif d'insertion, on accueille dans nos entreprises tous les jours 5 à 6% d'effectifs en insertion. Ce sont des gens qui restent, ou des collaborateurs qui restent 2 ans à peu près dans nos entreprises et qui ensuite peuvent rejoindre le marché de l'emploi par la voie normale. C'est donc, à mon avis, une solution qui permet d'aller chercher ce public-là en recherche d'activité. Ensuite, il y a tout le secteur toute l'activité liée à la reconversion professionnelle. En entreprise, comme vous le disiez, les collaborateurs formés sont déjà en activité. On a donc fait le choix de trouver des collaborateurs, tuteurs, formateurs. Et je dirais que l'entreprise prend son rôle dans le fait d'accueillir un certain public qui n'est pas forcément au départ destiné au BTP, de pouvoir l'accompagner, le former et ensuite lui donner une voie royale, puisque le BTP est un ascenseur social formidable. Vous pouvez rentrer manœuvre dans une entreprise de BTP et finir cadre. La question que je te poserai à Pierre, c'est qu'est-ce que vous attendez de Pôle emploi dans ces grands enjeux de la formation on va le voir tout à l'heure peut-être pour amener à faire coller les demandeurs d'emploi avec les employeurs. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez David Viala en face de vous. Qu'est-ce que vous attendez de lui, de Pôle emploi? On en a déjà parlé ensemble, mais bon, il y a une formule qui me revient. Quand on part seul, on va quelquefois vite, mais quand on travaille ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est ça, au fond, cette démarche. On est dans une démarche très volontaire pour qu'ensemble, on soit capable de mettre clairement quels sont les besoins de formation. Et on peut faire même des formations très spécifiques avec Pôle emploi, avec les entreprises qui ont besoin d'avoir des gens très, très spécifiques en matière de thermoplastie, en matière on parlait d'alpha-kétine, il va y avoir c'est des nouveaux métiers qu'il faut inventer. Et je dirais que les écoles d'ingénieurs que l'on a à Pau, je pense en particulier à l'école de génie chimique, je pense à tous ces éléments qui sont nécessaires pour développer il y a des stages à faire, et puis il y a un mot-clé qui me vient, et si je devais garder un seul mot, ça serait celui-là, c'est le mot alternance. Qu'est-ce que vous en pensez, David Viala? Que de bonnes choses. Moi, je vais juste illustrer tout ça par 2 exemples, si vous le permettez. On parlait tout à l'heure de pouvoir anticiper le plus possible. Ça se fait avec effectivement les organisations professionnelles, ça se fait avec les collectivités locales également. Dans le cadre précis, puisqu'on était sur le bassin de Mourinx, où on sait qu'on a ce projet Lidl qui va arriver, et qui va être fortement générateur d'emplois. Oui, c'est ça. Comment le Pôle emploi va pouvoir... tout l'intérêt, c'est de pouvoir se retrouver dès le démarrage, dès le début de la chaîne, dans le circuit d'information, pour pouvoir anticiper, parce que le sujet, il est là. La formation prend du temps, de toute façon. On ne peut pas former en un claquement de doigts, donc tout ça, ça se prépare, et sur un projet, je trouve que c'est un exemple tout à fait parfait, où on est associé dès le démarrage sur les questions RH. On peut se positionner en apporteur de solutions RH, là, pour le coup, et initier les formations, initier le travail auprès des demandeurs d'emploi, et travailler de cette manière-là. Le deuxième exemple auquel je pensais, qui est toujours sur le bassin là, de Mourinx, de Lac, on a travaillé avec les entreprises du réseau Lac Plus à trouver des personnes qui étaient à des années-lumière du secteur de l'industrie, sur des métiers de tuyauteur, d'électricien. J'ai le cas d'une jeune femme qui est aujourd'hui en formation chez Eiffage
qui était, je crois, avec une licence de lettres, et qui était, si on lui avait dit il y a quelques années, vous allez travailler dans l'industrie comme tuyauteuse, elle nous aurait regardé avec des yeux éberlués. Et pour autant, aujourd'hui, on a cette jeune femme, féminisation des métiers dans le secteur industriel, qui est en plein épanouissement et qui se régale dans ce qu'elle fait. Donc on peut faire des choses, mais il faut du temps. Alors, M. Viala, on va continuer et on va essayer de enfin répondre à la question qu'on pose depuis le début, à savoir comment rapprocher l'offre de la demande, ou la demande de l'offre, on ne sait plus vraiment... C'est les deux. Voilà. Monsieur Labordette disait tout à l'heure qu'il avait 2200 offres d'emploi disponibles. Et je lisais dans Pyrénées Éco qu'il y a à peu près 1800 profils, plus ou moins BTP, qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Alors comment c'est possible d'avoir à peu près 2000 offres d'emploi de dispo et à peu près 2000 candidats et que les uns et les autres ne se rencontrent pas? Alors c'est là que toutes les mathématiques atteignent leurs limites. C'est là que la licence de lettres est importante. Absolument. 1 plus 1 ne fait pas 2. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur de l'humain. Et on peut agréger des chiffres, effectivement, et dans les grandes masses, vous avez 2000 demandeurs d'emploi, vous avez 2000 offres d'emploi de l'autre côté. Mais sont-ils domiciliés aux endroits où sont les offres d'emploi? Sont-ils dans le secteur, alors dans le secteur d'activité, oui, mais dans les métiers précis qui sont recherchés, etc., etc. Donc c'est là où on a toutes ces limites-là, et c'est là où il faut alors travailler sur ce vivier-là, et puis amener en apportant des compétences supplémentaires, et peut-être l'électricien ou je ne sais quel autre métier, le faire évoluer vers un autre métier du second œuvre dans le bâtiment, mais c'est aussi aller chercher d'autres profils, d'autres personnes, et on a multiplié tout au long de l'année 2021 des petites manifestations, des job dating qu'on a co-organisé avec la Fédération française du bâtiment, qu'on a fait sur Biarritz, mais qu'on a voulu surtout délocaliser sur des bassins de vie, sur des bassins d'emploi, pour faire rencontrer des entreprises du bâtiment locales avec des demandeurs d'emploi qui n'étaient pas du secteur du bâtiment, mais avec tout un travail. Et là, moi, je tiens à saluer le travail qui a été fait par la branche professionnelle et la fédération, qui est de dire, voilà, le parfait candidat formé, avec l'expérience qui va bien, etc., il n'existe pas, ou s'il existe, en tout cas, il est en poste dans les entreprises. Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir le champ des possibles et accepter de prendre des personnes qui ont envie de s'investir dans ce secteur d'activité-là, et derrière de travailler sur de la formation et faire monter en compétences. J'allais vous poser la question, mais en fait je pense que je vais la poser à Sébastien Labordette. Dans votre interview, dans Pyrénées Éco, vous expliquiez que les entreprises, elles doivent être bankable. C'est-à-dire qu'elles doivent savoir attirer les candidats à l'emploi, et il faut aussi qu'elles sachent les garder. Ouais. Parce que comme il y a beaucoup de boulot aujourd'hui, en fait, on a le choix. Alors comment on fait, Sébastien Labordette, pour attirer et surtout pour garder les gens dans les entreprises? Vous parliez tout à l'heure des salaires, de la progression possible. Là, on est au cœur de la question de l'attractivité des entreprises. Exactement. Et comme je suis quelqu'un qui aime les choses concrètes, je vais essayer de vous délivrer quelques pistes concrètes. Aujourd'hui, effectivement, d'abord, il faut faire savoir qui on est au titre du BTP, que sont les métiers de nos entreprises. Donc, il faut communiquer là-dessus, faire savoir ce qu'est vraiment le métier de la construction. Vous parliez tout à l'heure des jeunes, mais je vous garantis que 9 fois sur 10 sur un apprenti, ce n'est pas le jeune qui pose problème, ce sont soit ses parents qui ne sont pas convaincus de la filière, et j'en veux à personne, mais à un moment donné, il faut faire savoir ce qu'il y a derrière. C'est ça l'enjeu numéro 1. On a ce titre lancé cette année à la Fédération française du bâtiment, l'équipe de France du BTP. Alors c'est tout nouveau, ça sort depuis le 1er décembre. On a constitué l'équipe de France du BTP puisque nous avons la chance d'avoir au mois de septembre 2024 en France les World Skills. Ce sont donc tout simplement les championnats du monde des métiers qui sont en France. Il y a 16 métiers du BTP qui vont s'affronter à Lyon au mois de septembre 2024. Et à ce titre, on fait une grosse campagne de communication et de promotion au titre de ce petit concours, comme l'a quelque part fait la restauration en son temps, pour pouvoir arriver à convaincre les jeunes de ces métiers, de leur filière, de leur évolution. Et comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui rentre par la voie normale dans nos métiers peut très bien finir sa carrière en ayant un poste de cadre, et c'est juste ça qu'il faut faire savoir. Bien évidemment, vous le soulignez, la rémunération va de pair. Aujourd'hui, toutes les grilles de la rémunération du BTP sont en train d'évoluer fortement parce que l'accent est mis et sur la rémunération et sur la promotion des métiers. Oui, Pierre, on a vu, alors, Sébastien Labordette sort du lourd, parce que je crois qu'il y aura Christophe Furios pour manager ces jeunes. Il y a une espèce de... Est-ce qu'il y a une espèce de concurrence entre les secteurs d'activité ou pour recruter des jeunes
ou des moins jeunes. Luc Arreil, peut-être, pour... oui, peut-être. On sait jamais. Pardon. Il parlait de Luc Arreil. Luc Arreil de la section paloise, peut-être, pour aider. De toute façon, il n'y a pas de compétition. D'abord, on a été ensemble à la CCI pendant de nombreuses années et on a toujours travaillé à l'attractivité du Béarn. Donc il faut voir les choses ensemble, comme je le disais. Et puis, je reviens sur le mot-clé, pour moi, quand on parle de jeunes, c'est l'alternance. C'est bien pour les entreprises, c'est bien pour les jeunes. Ils peuvent faire des choix et c'est vraiment, pour moi, une des solutions majeures qui permet à des jeunes d'intégrer l'entreprise, à l'entreprise de pouvoir voir ce qu'ils valent, parce qu'il y a aussi une question de valeur. Et puis, on parlait des métiers du BTP, mais dans le domaine de la chimie. Quand on vous parle de chimie, ça ne fait pas forcément rêver. Mais si je vous dis transition énergétique, là, vous allez tout de suite avoir une vision plus positive. Eh bien, il n'y a pas de transition énergétique sans chimie. C'est une chose que je voudrais vous dire. Alors, je vais l'illustrer avec un exemple. Sur le site de Lac, nous avons à côté de Chempark créé ce qu'on appelle Chem Startup, qui est où on fait grandir des pépites. Je pourrais parler d'M2I et des phéromones. C'est 5 ingénieurs qui ont une idée. Aujourd'hui, ils sont 35 ou 40, et demain, ils seront 100. Voilà des exemples. Alpha Ketine, ils sont 15. Demain, ils seront 100 ou 150. Voilà des exemples qui montrent que en partant de process, on est capable de faire des pilotes industriels et derrière, d'avoir une vision plus large pour le territoire. Et ce qui est très important, c'est que si on sait accompagner ces entrepreneurs, eh bien, on saura aussi, avec des méthodes modernes, trouver les matériaux adaptés, non carbonés, pour ces métiers. En plus, vous avez la chance maintenant sur le bassin de l'Avre d'avoir une diversification des offres. Ce n'est plus une industrie monolithique, c'est ça qui change un peu la donne. Alors ça, c'est la force de ce territoire, c'est que c'est pluridisciplinaire. Il y a besoin de gens qui travaillent dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Je voulais parler de thermoplastie parce que peu de gens savent que parmi les 100 doctorants que nous avons sur Lac, beaucoup travaillent, par exemple, à la conception de nouvelles pales pour éoliennes, avec des matériaux de recyclage. Donc voilà des choses où la fibre de carbone chez Toray qui sert à faire des vélos ultra légers et ultra performants. Vous avez beaucoup de batteries, quoi. On est dans des domaines qui touchent et qui plaisent aujourd'hui beaucoup. Donc en termes d'attractivité, je pense que le territoire Pau-Lac est très très important. Je vois l'œil de Sébastien Bourdet qui frise, parce qu'avec toutes ces offres d'emploi, je pense qu'on va devoir construire une ville nouvelle. On n'a pas trop parlé des emplois en question. On voit dans ce Pyrénées Éco qu'il y a beaucoup de CDI en fait, qui sont proposés. Avant de parler un petit peu d'intérim, est-ce que vous pouvez nous dire en gros la proportion? Est-ce que vous avez une idée? CDI, CDD Oui, complètement. Et c'est une vraie transformation du marché du travail. Parce que jusqu'à présent, j'allais dire jusqu'à l'avant-Covid, puisque on a cette référence maintenant qui est assez systématique. On avait une prédominance des contrats en CDD, des contrats de courte durée. Et là, aujourd'hui, sur les fameuses 9000 ou 10 000 offres qu'on évoquait en début de plateau, on en a plus de 60, presque les 2 tiers, j'allais dire, qui sont soit des offres d'emploi à contrat à durée indéterminée, soit des offres d'emploi dites durables, c'est-à-dire qui sont des CDD supérieurs à 6 mois. Donc c'est un vrai changement du marché du travail qui va avec la difficulté de recrutement, puisque on parlait d'attractivité, on est bien sur ce sujet-là, et je revendique le terme de bankable que j'évoquais dans le supplément. Il faut aujourd'hui que les entreprises, que les secteurs travaillent sur leur capacité à attirer, parce qu'au sein d'un même secteur, on a des entreprises qui ont d'énormes difficultés de recrutement et des entreprises qui n'ont que peu ou pas de difficultés de recrutement en fonction des conditions de travail qu'elles proposent. Je rebondis sur ce qu'a dit Romain, je me tourne vers Sébastien et Pierre sur la question de l'intérim. Quel est son poids, quel est son rôle? On commence par Sébastien, par exemple, dans votre secteur. Alors, oui, l'intérim dans le secteur de la construction, c'est quelque chose, un outil indispensable pour plusieurs raisons. La première, c'est ça représente environ 3 à 4 000 emplois dans le territoire, donc c'est quelque chose d'important. Je dirais par contre que c'est un sas. C'est un sas qui doit permettre à certaines personnes de pouvoir rentrer dans le milieu, mais je dirais aussi de ne surtout pas y rester.
Un SAS, pourquoi? Parce que l'entreprise doit pouvoir permettre d'accueillir certains salariés grâce à l'intérim, mais de pouvoir ensuite, comme disait M. Viala, transformer ça en CDI, ce qui est aujourd'hui le modèle économique de toutes les entreprises de la construction. Peu d'entreprises ont un modèle qui est calé sur l'intérim. Ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas durable. Nous devons fidéliser ces collaborateurs, et pour les fidéliser, c'est avec un CDI qu'on le fait. L'intérim, pour terminer, c'est quelque chose qui nous permet de faire le tampon, je dirais, entre les accroissements forts d'activité et leur baisse brutale, comme l'a été le Covid. Effectivement, dans ce cas-là, c'est le premier tampon qui vient à atténuer le niveau d'emploi. Pierre, comment Alors, ça se passe ? je suis tout à fait en phase avec les propos qu'a tenus Sébastien. Et moi, je mettrais en garde les entrepreneurs et les patrons de boîtes. Parce qu'à certains moments, dans certaines phases, l'intérim peut apparaître comme quelque chose de très intéressant, puisqu'on a du personnel, on peut former des gens, mais on ne les a pas sous forme de CDI. Alors il faut faire très attention à ça. Il faut qu'à un moment, l'intérim aille vers des postes de CDI. C'est quelque chose d'absolument nécessaire. On a eu sur le site de Lac, à une période, les sociétés ayant plus d'incertitudes sur le lendemain avaient tendance à avoir recours à l'intérim. Et finalement, il y avait beaucoup de jeunes qui trouvaient plutôt sympathique de travailler entre 8 et 10 mois par an et de partir 2 mois d'été et de revenir en septembre chercher du boulot. Sauf qu'avec certaines crises, à la rentrée de septembre, le boulot n'était pas là. Et il y a eu quelques tensions sur le site de Lac il y a quelques années à cause de ça. Donc l'intérim, oui, mais si c'est dans une ligne qui va vers le CDI. David Viala, vous, en tant que Pôle emploi, quel regard portez-vous sur l'intérim ? Un regard très bienveillant sur l'intérim. C'est pas oui, ce que dit Romain, ce ne sont pas des concurrents ? Absolument pas, ce sont des partenaires. Plus que des concurrents, ce sont des partenaires. On sait qu'aujourd'hui, on a certains secteurs d'activité, et c'est particulièrement le cas sur le secteur de l'industrie, dont le mode de recrutement est majoritairement l'intérim. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble. De toute façon, une agence de travail temporaire, quand elle a une demande de main-d'œuvre par une entreprise, son premier réflexe, c'est quoi? C'est de venir voir Pôle emploi, parce que le vivier, on le partage, on a tous le même. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler de manière commune. Et on a d'excellents rapports avec les agences de travail temporaire et avec leurs représentants, leur branche qui est Prisme Emploi, pour la majorité d'entre elles, avec qui d'ailleurs, d'ici quelques mois, en début d'année, là, on va faire une manifestation à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, vraiment pour montrer le travail qu'on peut faire en collaboration. Ça se passera au sein des agences de Pôle emploi, avec l'ensemble des enseignes qui seront présentes chez nous. Bon, en plus, vous avez, si j'ai bien compris, des outils comparables à ceux des agences temporaires pour faire de la simulation, en fait, du recrutement, avec on met telle personne devant telle potentialité de travail, et on regarde si elle colle vraiment. Complètement. Alors c'est ce que l'on appelle la méthode de recrutement par simulation, qui est pas une innovation de 2021, qui est une innovation de Pôle emploi et même en amont de la NPE, puisque ça a été développé par quelqu'un de la maison. Et l'idée, et c'est vraiment d'actualité, parce que c'était au cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est de se dire, les personnes aujourd'hui formées, je le redis, dans certains métiers, elles ne sont pas sur le marché du travail, elles sont en emploi. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller trouver sur ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, c'est-à-dire les savoir-être notamment, les éléments qui donnent à voir que la personne a possiblement la capacité d'évoluer vers tel ou tel métier. Donc ça s'appelle la méthode de recrutement par simulation. On la développe parce qu'elle correspond aux besoins d'aujourd'hui, et elle permet d'élargir le champ de recherche des demandeurs d'emploi et de se dire, je m'imagine peut-être demain dans l'industrie, peut-être demain dans le bâtiment ou dans un autre secteur. Et elle permet aussi aux entreprises d'aller chercher des profils qui, si les personnes étaient passées déposer leur CV dans l'entreprise, la plupart n'auraient même pas regardé le CV. Donc c'est hyper intéressant, parce que ça ouvre un champ des possibles qui est beaucoup plus large que ce qu'on a stricto sensu par rapport aux métiers qui sont identifiés. Alors on va aller vers la conclusion, messieurs, si vous voulez bien. On voit qu'on a commencé à répondre à cette question, beaucoup d'emplois disponibles, beaucoup de main-d'œuvre aussi disponible, et finalement, il va falloir coller les choses. Est-ce que le manque de main-d'œuvre, ça va continuer, ou est-ce que
je ne veux pas être cynique, mais est-ce que le fait de retrouver une nouvelle crise, une hausse de la pandémie, ça ne va pas ramener les gens qui étaient un petit peu en mode slow life à se précipiter vers de l'emploi un petit peu plus sécurisé? On va commencer avec M. Labourdette, par exemple. Alors, je dirais que tant qu'il y a des besoins de main-d'œuvre, c'est plutôt bon signe, c'est que l'activité économique se porte bien. Premier point. Le côté Covid, pour nous, compte peu parce qu'on avait déjà ces problématiques-là avant, donc en fait, on a un niveau de demande, quelque part, qui a toujours été soutenu. Mais la responsabilité, elle est chez nous. C'est à nous de rendre nos métiers attractifs, intéressants, et moi, je prône une vie où chacun, ayant un emploi et un travail dans le BTP ou la construction, puisse vivre dignement de son activité. C'est ça le sujet. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas avoir non plus un lien social si vous restez sans activité chez vous, parce qu'à un moment donné, si même c'est le choix de certains, je pense qu'ils sont très peu, ce n'est pas quelque part un niveau de satisfaction suffisant. Donc oui, la responsabilité, elle est chez nous. On doit rémunérer les personnes avec le travail qu'elles produisent. Il faut vraiment que le travail retrouve sa vraie valeur. Et quelque part, pour répondre à votre question précisément, oui, l'emploi sera toujours une difficulté dans le BTP, mais par contre, c'est nous qui avons les clés. Pierre, sur cette question? Oui, sur cette question, je crois que je suis intervenu plusieurs fois d'ailleurs sur ce sujet, c'est sur l'attractivité du Béarn. Il faut absolument... alors on a naturellement, entre la montagne et l'océan, on a des atouts, mais ça ne suffit pas. Si on veut faire venir des talents, il faut s'attacher à la famille de ce talent. Et donc il y a toute une démarche que je pense intéressante. Il faut qu'on prenne soin des conjoints, il faut qu'on prenne soin des enfants. Et je pense que là, il y a un travail de fond qui est en train de se mettre en place. Oui, je vais dire un mot des ambassadeurs, parce que ça montre une force. Vous le sentez venir? Oui, vous le sentiez venir, mais écoutez, on a passé les 1000 ambassadeurs, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui ont envie de faire des choses, de se dévouer, et il n'y a pas de cotisation, c'est pas une association, il y a des gens qui ont envie de faire des choses pour que le Béarn soit plus connu, pour qu'on soit capable tous ensemble de faire des choses. Donc voilà, on va essayer d'aller dans ce sens, de structurer tout cela au cours de l'année 2022. Et puis quand même, j'ai un dernier point à dire, qui est un peu... On est en période de Noël, il faut savoir penser aux autres. Et moi, je sortais de la boulangerie ce matin, et il y avait quelqu'un qui cherchait, qui me tendait, qui me demandait une pièce. Et je me dis que dans le monde où on est, il y a très probablement des chômeurs de longue durée ou des gens qui sont un peu à la dérive, qu'il ne faut pas qu'on oublie dans cette période. Et je ne sais pas encore sous quelle forme, mais il y a une espèce de solidarité à créer là pour que ces gens qui sont complètement en dehors de la société puissent être remis, en tout cas qu'on puisse essayer de les remettre dans une démarche positive, parce que comme le disait Sébastien, le droit au travail et pouvoir vivre de son travail, c'est pour l'homme quelque chose de très important. Oui, alors d'ailleurs, on parlait de Noël, on a oublié de demander à Sébastien une question basique, mais est-ce que tous les jouets seront livrés à Noël? Parce qu'on voit que vous avez votre pull de Noël, Sébastien. Oui, c'est pour ça que la conférence se termine, il faut que j'aille finir la tournée, cher ami. Bravo Sébastien, vous êtes le seul à avoir joué le jeu du pull de Noël ce vendredi 17 décembre. Une dernière question juste un peu plus sérieuse, Monsieur Viala, sur cette crise autour de l'emploi, enfin, qui n'est plus vraiment une crise. Est-ce que les difficultés, quand même, pour coller à la demande, elles vont perdurer d'après vous, ou est-ce que le fait que la pandémie redémarre, ça va un petit peu ramener les gens à l'emploi? Vous n'avez pas gardé la question la plus simple pour la fin, pour le coup. Ça, c'est compliqué de vous répondre. D'abord parce que je ne sais pas ce que va donner la pandémie, de manière très, très claire, pas plus que beaucoup de nos concitoyens. Et le deuxième sujet, c'est que moi, je suis très prudent. Quand on est sorti ça devait être la deuxième vague du Covid, on était fin 2020, l'ensemble des experts, des économistes étaient assez unanimes pour dire qu'on allait avoir un mur du chômage, on allait monter à 10% de chômage, on allait avoir... Enfin, ça allait être un raz-de-marée. Force est de constater que ce raz-de-marée ne s'est pas présenté, qu'au contraire, je pense qu'on a oublié une chose, c'est qu'avant la crise sanitaire, nous n'étions pas en crise économique, on était sur un rebond qui était déjà là, et la crise sanitaire n'était pas une crise économique. Donc, est-ce que ça va durer? J'en ai l'intime conviction. Maintenant, si demain, effectivement, il y a une dégradation telle des conditions sanitaires qui font qu'on repart sur un confinement ou sur je ne sais trop quelle mesure un peu restrictive, forcément, ça aura des effets. Mais toute chose égale par ailleurs, et on va rester sur une note optimisme dans cette période de Noël, et je vais dire quelque part carpe diem, aujourd'hui, du boulot, il y en a,
Et il y en a dans tous les secteurs. Voilà. C'est une Merci bonne beaucoup. phrase de conclusion. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à la Fédération du bâtiment. Merci beaucoup à Chempark et merci beaucoup à Pôle emploi d'avoir accepté notre invitation. Merci à Romain de m'avoir supporté. Merci Bruno. Vous pouvez retrouver notre supplément Pyrénées Éco 2021 sur le site de Sud-Ouest et sur le site de la République. Et en kiosque. Et en kiosque. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine table ronde.